Scott. Oui, il dit même qu'on est fiers d'y être matelot. Oui. C'est pas évident d'être matelot parce qu'il y a des gestes à respecter. Il faut avoir le permis. On parle beaucoup des balades en mer et tout, mais là on va s'intéresser au côté santé. Absolument. Et on va d'ailleurs clore notre volet les hôpitaux en France qui s'occupent de vous qui êtes en vacances. Absolument. Et là, on va du côté de Marseille. Alors pourquoi Marseille? Tout simplement parce que là-bas, il y a une consultation de médecine maritime. Et donc l'idée, c'est de donner des conseils à ceux, si d'aventure vous envisagez de faire une sortie en mer, alors quelle que soit l'embarcation et quel que soit le temps que vous allez passer, il y a des fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Par exemple, la trousse à pharmacie, à bord, il faut savoir ce qu'on met dedans en fonction de quel déplacement on va faire, de quelle population est sur le bateau. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses à faire pour ne pas gâcher, parce que parfois, le moindre problème peut être quelque chose qui est... prendre une importance très forte, et donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Je vous propose tout de suite justement d'écouter le docteur Mathieu Coulange qui est de cette consultation de médecine maritime au CHU de Marseille. L'objectif de cette consultation est tout d'abord, avant de partir, de préparer ce séjour en mer en vérifiant que l'ensemble des équipiers aient une aptitude à la mer, et s'ils ont quelques problèmes médicaux, eh bien faire un bilan pour pouvoir définir les médicaments nécessaires en cas de problème, donc adapter la pharmacie de bord. On a de quoi désinfecter les plaies, et après, s'il y a besoin de suturer, d'agrafer ou des garrots quand vraiment ça saigne beaucoup. Il va falloir rajouter des médicaments contre le mal de mer, rajouter un dispositif éventuellement pour désaliniser son eau et avoir de l'eau douce disponible, avoir des gouttes pour les yeux, avoir de la crème solaire, avoir de quoi gérer une constipation, gérer une douleur par exemple. Il faut également vérifier le statut vaccinal, notamment prévenir le risque de tétanos à bord d'un bateau, on se fait très facilement une plaie. Et enfin, le jour du départ, on va prévenir son entourage. Je pars à telle date, je reviens à telle date, mon parcours est celui-là. On va également former et entraîner l'ensemble des équipiers à la gestion d'un problème médical. Il se peut que le chef de bord tombe malade, il faut qu'il y ait un second qui soit en capacité de prendre un relais. Il faut qu'il soit en capacité de déceler des petits symptômes. Une simple douleur thoracique qui commence à persister pendant un certain temps peut très bien dégénérer vers un infarctus. La chute à la mer est malheureusement quelque chose qui est dramatique si on n'a pas un minimum de matériel. Et on sait que quand on tombe dans l'eau, en moins de 24 heures, dans une eau à entre 15 à 20 degrés, on peut décéder d'une hypothermie. Il faut donc porter un gilet, être capable de se signaler avec le matériel qui est à bord de son gilet et surtout de rester en statique pour éviter d'aggraver l'hypothermie. Et ensuite, il y a des gilets aussi comme celui-là qui sont équipés de sifflets. Donc ça permet de prévenir l'équipage du bateau. En réalité, on se rend compte que c'est des toutes petites choses qui ont très souvent été négligées, qui vont aboutir à quelque chose de dramatique. Une plaie, par exemple, qui va se surinfecter, et puis c'est le choc septique, et puis on en vient à interrompre, voire à avoir un événement médical grave, alors que le point de départ, c'était la gestion d'une simple plaie. C'est vrai qu'on n'imagine pas tout ça parce qu'on espère qu'on va passer de bonnes vacances. Mais l'intérêt, c'est vraiment de préparer en amont ce voyage. Alors je disais naïvement, oui, parce que s'il y a un problème, on fait demi-tour. Mais non, si vous êtes au large... Si on est au large, les problèmes sont beaucoup plus importants. Le moindre souci, le moindre trouble cardiaque, par exemple, ça devient quelque chose de dramatique. Donc il faut vraiment préparer les choses. Ne pas oublier ces traitements. Si on est diabétique, si on a des... Voilà, ne pas oublier, parce que si on part une semaine, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Alors la question basique, et elle me concerne personnellement, et elle en concerne plus d'un. Le mal de mer. Alors, le mal de mer, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a les éternels médicaments, il y a les éternelles précautions, mais aujourd'hui, les choses évoluent parce qu'on a des concepts maintenant d'utiliser les outils connectés, encore cela, pour sensibiliser, pour habituer les gens. Avant le départ, il faut une quinzaine de séances où on habitue le corps à cette situation de mal de mer. Donc, on expose les gens à des images qui reproduisent la vie en mer et donc le mal de mer. Et grâce à ça, on peut régler le problème, mais ça, il faut le faire avant le départ. Voilà, pour pas avoir à souffrir et à pas pouvoir profiter de son séjour en mer. Ça, on profite pas de ses vacances dans ces cas-là. Absolument. Merci beaucoup. Vous reviendrez un petit peu plus tard pour nous parler de tout ça. Merci Richard.
Ça va Greg? Ça va Thierry. Bon, on commence avec du foot, on parle de la Ligue Europa. Exactement, avec un club français qualifié pour les barrages de la Ligue Europa, ce sera Marseille. Bordeaux a été éliminé. On va commencer par ces Marseillais qui étaient du côté de la Belgique. Regardez les buts. L'OM ici en blanc, vainqueur 4-2 à domicile, s'est contenté d'un 0-0 hier soir sur la pelouse d'Ostende. L'Olympique de Marseille qui aurait pu s'imposer si Ocampos et Lopez n'avaient pas trouvé le poteau. Et ils ont quand même pu, ces Marseillais, compter sur les bons réflexes de leur gardien Mandanda. Marseille connaîtra son adversaire en début d'après-midi pour les barrages. En revanche, Bordeaux est éliminé. Les Girondins, maillot blanc, s'inclinent 1-0 en Hongrie, battu par Vidéoton. But de Stopira, les Hongrois qui se qualifient à la faveur de la règle des buts marqués à l'extérieur. Ils en avaient marqué un. Ils avaient été battus à l'aller par Bordeaux 2-1. C'est fait pour Neymar. Neymar qui est parisien, le Brésilien signé avec le PSG pour 5 ans. Il est attendu dans la capitale ce matin. Présentation à la presse à 13h30. Les supporters, eux, ont rendez-vous avec la star demain à 15h45 au Parc des Princes avant le match contre Amiens pour la reprise du championnat. C'est pas sûr qu'il participe à ce match-là parce qu'il faudrait pour cela que son contrat soit homologué par la Ligue professionnelle de foot. Avant minuit ce soir, Neymar s'entraînera quand même à huis clos cet après-midi avec ses nouveaux coéquipiers. Bien, honneur aux dames à présent. Du foot féminin avec l'Euro que vous pouvez suivre sur France Télévisions. On connaît l'affiche de la finale, ce sera Pays-Bas-Danemark. Regardez ce qui s'est passé hier. Les Néerlandaises, hôtes de cette compétition, ont facilement battu les Anglaises, elles-mêmes tombeuses des Françaises au tour précédent. But des Pays-Bas signé Miedema, Van de Bonk et l'Anglaise Bright qui inscrit un but contre son camp en fin de match. 3-0 pour les Néerlandaises qui affronteront dimanche le Danemark. Le Danemark qui a battu l'Autriche hier en demi-finale 0-0 à la fin des temps réglementaires et des prolongations. Tout s'est joué au tir au but comme vous pouvez le voir ici. Et finale à suivre dimanche à 17h sur France 2. On va rester avec les filles en surf cette fois. Il n'y a plus de Françaises à Huntington Beach, c'est en Californie. Joanne Defay et Pauline Nadeau. Pauline, c'est celle qui est en train de surfer. Elles ont été éliminées en quart de finale de la 6e manche du circuit mondial. Dans le dernier carré, les Hawaïennes Tatiana Watson-Webb et Coco O. Et les Californiennes Sage Erickson et Courtney Colangui. Courtney Colangui qui est en rose, qui a éliminé justement la Française Pauline Nadeau. De l'athlétisme à suivre sur France Télévisions. Ouverture ce soir des mondiaux à Londres. La délégation tricolore est arrivée dans la capitale britannique. La France avait décroché 6 médailles au JO de Rio. Les Français à suivre ce soir avec entre autres Vico sur 100 mètres et Ninon Guillon-Romarin à la perche à partir de 20h55 sur France 3. Et du cyclisme à présent. Oui, parce qu'on suit plusieurs courses depuis le début de la semaine. En Pologne et en Espagne, on va commencer par la course Tour de Burgos, au nord de la péninsule ibérique. 3e étape, dure journée de 173 km arrivée au sommet du Picon Blanco. Victoire du Basque Mikel Landa. Il avait déjà remporté la première étape. Et il conserve le maillot de leader. Le premier Français, Romain Sicard, lui, est 18e. Le Tour de Pologne, 6e étape, 189 km. L'Australien Jack Haig s'impose en solitaire. Il devance ses poursuivants de 51 secondes. Le Belge Steins est lui le nouveau maillot jaune. Le premier Français, c'est François Bidard. Il est 22e. Le boxeur Vladimir Klitschko à droite raccroche les gants. L'Ukrainien de 41 ans a annoncé hier qu'il ne remonterait pas sur le ring. Champion du monde des poids lourds de 2000 à 2003 et de 2006 à 2015, Klitschko achève sa carrière avec un bilan de 64 victoires pour seulement 5 défaites. Et pour terminer, on va grimper à Briançon, dans les Hautes-Alpes, 28e édition du Mondial de l'escalade. 3e étape de Coupe du Monde de difficulté, victoire du Français Romain Desgranges, le numéro 1 mondial. La difficulté, la diff, comme on dit dans le milieu, vous savez ça, très bien ça Thierry, c'est l'une des 3 disciplines que l'on verra au JO de 2020. Et ça se pratique sur des murs de 15 mètres de haut. Les grimpeurs doivent arriver le plus haut possible. Bon, l'idéal, c'est d'atteindre le sommet en 6 minutes maximum. Les voies sont uniques et inconnues des grimpeurs et qui ne les découvrent en fait que juste au début de la compétition. Et Romain, que vous venez de voir, lui, s'offre quand même sa 3e victoire en 4 rendez-vous internationaux. Et vous, qu'est-ce que vous nous offrez demain samedi? Du wave ski, du surf assis. D'accord. Ouais, et je reviens tout à l'heure, on va faire du parapente accro. Ouais. J'ai hâte de voir tout ça, ça va être formidable. Merci Grégoire. Vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner les ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants. Alors, une manchotière, là, honnêtement, je l'avoue, je ne connaissais pas le mot. Alors, on fait toujours une petite différence entre pingouin et manchot, Ouais. si je me permets de vous poser la question. Il y a 2 différences de taille. Alors, La localisation. Les manchots vivent au pôle sud, les pingouins au pôle nord, pour faire simple. Et puis, les manchots ne volent pas, alors que les pingouins volent. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, déjà, on a dit beaucoup de choses
sur les manchots d'un côté, sur les pingouins de l'autre. Alors ce matin, ce sont les manchots que nous allons rencontrer. Vous savez que les manchots, ils vivent dans des conditions climatiques assez extrêmes. Et pour arriver à survivre dans ces conditions-là, ils ont développé vraiment un système d'entraide. Ils fonctionnent en groupe, tout marche en groupe. Les petits vont à la crèche ensemble pour être gardés ensemble vis-à-vis des prédateurs, pour être nourris ensemble. Voilà, il y a vraiment toute une vie sociale assez passionnante chez ces espèces. Et puis donc le manchot qui ne vole pas a malgré tout des ailes. Ces ailes sont tout à fait inadaptées pour voler. En revanche, elles sont parfaitement utiles et très utiles pour aller nager, pour plonger sous l'eau. Le manchot empereur, par exemple, qui est le plus grand de tous les manchots, il peut mesurer jusqu'à 1,30 m de haut pour les plus grands individus, a la capacité de descendre à moins 500 mètres. C'est pour vous dire à quel point ces animaux sont absolument passionnants. Alors ce matin, je vous emmène dans un endroit qui vient d'ouvrir, qui est nouveau. C'est la manchotière d'un aquarium qui s'appelle Sea Life. C'est situé en région parisienne, à Val d'Europe précisément. C'est pas très loin d'Euro Disney pour situer, parce que qui ne connaît pas Euro Disney. C'est un endroit que je vous invite à visiter. Si vous voulez en ce moment prendre un peu le frais, c'est vraiment l'endroit où il faut se rendre pour découvrir ces manchots. Regardez. Nous sommes dans une manchotière d'environ 130 mètres carrés pour accueillir une petite vingtaine de manchots. Pour respecter vraiment le bien-être des individus, l'été, on sera peut-être autour de 8 degrés et l'hiver, on descendra autour de 4 degrés. On a aussi une température de l'eau qui va avoisiner ces températures autour de 6 degrés. On a également un système de filtration d'air, donc l'air à l'intérieur de l'enclos, de l'enceinte, est vraiment épuré. Il y a une production de neige journalière pour leur permettre en fait d'avoir de la neige à disposition pour également leur bien-être, pour qu'ils puissent aller et venir dessus. Tout ça pour vraiment reproduire les conditions du milieu naturel. Dans notre manchotière, on va leur proposer une grande diversité de poissons. Donc on leur propose du hareng, du sprat, du capelin. On ira aussi sur du merlan et parfois du maquereau. Les manchots sont des animaux très sociables. On les voit énormément en colonie. Vous pouvez vraiment avoir cette promiscuité lorsque vient la saison de reproduction. Année après année, les couples qui sont fidèles vont en fait se reconnaître au sein même de la colonie de plusieurs milliers de manchots et ainsi, grâce à leur vocalise, se reconnaître leur partenaire pour après recréer leur petit nid. Le rôle des adultes manchots vis-à-vis des petits est primordial. Il y a une dépendance au niveau thermique au tout premier jour, puisque les parents vont alternativement couver l'œuf, mais ensuite le poussin, pour le maintenir au chaud, puisque le poussin n'ayant que juste un petit duvet ne pourra pas en fait être indépendant thermiquement. Sur Terre, il y a 18 espèces de manchots. Les 18 espèces sont malheureusement plus ou moins menacées par le changement climatique. Les manchots les plus en danger sont ceux qui vont vivre près des côtes. Les manchots Humboldt en Amérique du Sud et les manchots d'Afrique du Sud, les manchots du Cap. Ceux-ci ont énormément de pression au niveau de leur site de nidification, puisqu'ils cohabitent à proximité des habitants. Et les réchauffements climatiques causent énormément de dégâts au niveau ressources alimentaires. C'est pour ça que sur notre site, on a recherché vraiment à militer et à travailler avec des associations pour préserver ces espèces naturelles, sauvages. Et justement, ça c'est un mot dont on parle beaucoup, le mot préservation des espèces. Oui, alors il faut savoir que tous ces manchots sont des manchots qui sont nés en captivité. Ils n'ont certainement pas été prélevés dans la nature. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'en parlant de ces animaux au grand public, on prenne petit à petit davantage conscience des conséquences de nos activités, notamment sur ces espèces-là qui vivent certes très loin de nous, mais qui sont vraiment directement impactées
et par le réchauffement climatique et par la surpêche, et puis aussi par l'extension des colonies humaines à proximité de leur lieu de nidification pour certaines de ces espèces. Voilà, ce sont des animaux qui sont assez passionnants à observer, à regarder, et puis dans leur vie sociale, il y a vraiment plein de choses fascinantes. Leur fidélité, par exemple, cette vie de groupe dont on parlait tout à l'heure. Voilà, plein de jolies choses à apprendre sur ces animaux. Donc, n'hésitez pas à aller les voir à l'aquarium Sea Life. Merci Natacha. Bon, on a beaucoup parlé de Neymar, donc on va revenir à notre bonne vieille politique. Exactement, avec des couvertures politiques. D'abord sur Emmanuel Macron, voyez ce titre de Libération, le doute. Une première alerte pour la cote de confiance du président Macron, dit également Les Échos juste à côté. Alors, bon, c'est souvent le cas, une fois élu, on commence à devoir prendre des mesures impopulaires, donc on baisse dans les sondages, c'est parfaitement normal. Mais là, ça fait quand même 55% des Français qui ne lui font pas confiance à Emmanuel Macron, dont 21% pas du tout, je cite. Le Premier ministre, lui aussi, est en baisse. Le gouvernement donne une impression d'amateurisme, estiment les journaux. Et puis là, vous savez, la baisse de 5 euros par mois des APL a été très mal perçue. Le président et le Premier ministre baissent beaucoup auprès des classes moyennes. Le Parisien aujourd'hui en France, qui consacre sa une à Édouard Philippe, fait la liste des dossiers à venir pour la rentrée avec les impôts qui devraient diminuer, mais aussi tout un train d'économies, forcément. Certaines politiques coûtent cher sans avoir de résultats, dit le Premier ministre, donc il faudra les repenser, notamment les politiques du logement et de l'emploi. Alors pourquoi pas, ça semble logique si elles sont inefficaces. Mais à ce propos, le Parisien note que le gouvernement a inventé une expression, une nouvelle terminologie. Désormais, on dit qu'on refroidit les crédits et non pas qu'on baisse les subventions. C'est pareil, c'est toujours de l'argent en moins, mais on refroidit. Les élus locaux s'en plaignent. Vous allez voir Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, le voici, qui dit « Je ne pourrai plus financer de projets dans les quartiers prioritaires comme le soutien scolaire, par exemple, mesure pourtant intelligente, puisque le soutien scolaire, ça fait sortir des enfants de la pauvreté, donc ensuite, il y a moins de pauvreté à aider, etc. » Bon, c'est comme ça. C'est dans le Parisien. Et puis, ce matin, l'Humanité sort une affaire, toujours en politique. Le journal communiste nous parle d'un député de la majorité, Laurent Pietraszewski, député En Marche de Dunkerque. Alors avant d'être député, il était cadre chez les supermarchés Auchan. Or, croit savoir l'Humanité, quand il était chez Auchan, il aurait mis à pied une salariée pour une erreur de 80 centimes et pour un pain au chocolat trop cuit qu'elle aurait donné à un client. Donc cet employé du supermarché avait été même mis en garde à vue au commissariat, dit le journal, l'Humanité, qui souligne que ce député, aujourd'hui, est chargé du projet de loi sur le dialogue social. Donc forcément, ça ne plaît pas beaucoup au journal communiste. Je vous renvoie à l'Humanité. Il y a aussi beaucoup d'articles sur l'étranger ce matin. Articles qui, même quand il s'agit de l'étranger, nous touchent de près parfois. Regardez ici, c'est en Turquie, un journaliste français, encore un journaliste mis en prison par le régime du président Erdogan. Le journaliste Lou Bureau est accusé de terrorisme, carrément, parce qu'il a fait un reportage sur les Kurdes. Ça suffit au pays d'Erdogan pour être accusé de terrorisme. Voici les articles du Parisien et de La Voix du Nord. Il y a aussi un dessin dans Libération qui se moque du président Erdogan qui voit des terroristes partout, parce que désormais en Turquie, si vous dénoncez la corruption, si vous faites de l'investigation, si vous interviewez un Kurde, eh ben vous allez en prison. Les journalistes de Cumhuriyet, qui est le dernier journal indépendant en Turquie, risquent en ce moment 40 ans de prison pour ce genre de choses. Voilà ce qui se passe aux portes de l'Europe. Et malheureusement, il n'y a pas que du point de vue moral que certains pays sont devenus invivables, du point de vue physique aussi. Libération explique que le réchauffement climatique contre lequel nous luttons si peu et si mal, ce réchauffement climatique risque de rendre invivables des pays entiers. En Asie du Sud-Est, il y a beaucoup d'humidité, vous savez. Il est impossible de vivre quand il fait humide. À plus de 35 degrés, c'est encore pire que chez nous parce que c'est étouffant. Il y a déjà eu des milliers de morts là-bas pour cette raison. Alors qu'est-ce qu'on fera quand le milliard d'Indiens ou d'Indonésiens arrivera chez nous parce que leurs pays seront devenus inhabitables? D'autant plus que chez nous, précise Le Figaro, regardez, les canicules aussi sont de plus en plus fréquentes. Le climat de la France en été se rapproche de celui du Maghreb. Grand article à lire dans Le Figaro et dans Libération. Et on se retrouve tout à l'heure, Frédéric, Exactement. pour la revue de presse culturelle. Allez. Je vais me permettre un petit début de chanson. Une partie de pétanque, ça fait du bien, tu la tires ou tu la manques. Bon, vous connaissez la partie de pétanque, le jeu de boules. Là, vous allez être un peu surpris parce que David Arthur, qui vous propose tous les étés des sports incroyables, vous propose une partie de, vous allez voir ça à l'image, de boules carrées. La boule carrée? Ouais.
Ça existe, ça. Alors ça existe. Alors effectivement, quand on habite un village qui est en pente, avec des pentes de 10 à 18%, et qu'on a envie de jouer à la pétanque parce qu'on vit dans le sud de la France, plus particulièrement sur les hauts de Cagnes-sur-Mer, on se dit mais comment on va faire pour jouer à la pétanque? Parce que sinon les boules elles vont jusqu'à la mer si on les lance. Eh ben, il y a quelqu'un en 1980, quelqu'un qui fait partie du cercle des amis du Haut-de-Cagnes, qui s'est dit si on faisait la boule carrée, si on jouait à la pétanque avec des cubes de 6 cm de large, et de là, l'idée est partie. Ils sont essayés dans les rues. Et là est né le championnat du monde de boule carrée, monsieur. Et attention, on joue à la boule carrée partout dans le monde. Et je vous le prouve en images pour que vous puissiez vous initier dès cet été. Bonjour les gars. Bonjour David. On se la fait cette partie de boules? Oui, bien sûr, avec ces boules-là. Vous jouez avec quoi? Nous, on joue avec des boules carrées. Nous. Vous jouez à la pétanque avec des boules carrées? Bien sûr. Et qu'est-ce qui tourne par rond chez vous? Les pentes. Bon, alors on y va? On y va. Allez, on y va, venez, montrez-moi. La boule carrée, elle est arrivée le jour où un de nos amis qui faisait partie du conseil d'administration a dit bon, on ne peut plus jouer sur la place du château, donc on va jouer dans la bourgade. Tout le monde a dit mais tu es fou quoi. Attends, des pentes qui vont de 10 à 18%, les boules vont partir jusqu'à la mer. Ah non, mais attendez les gars, on va jouer aux boules carrées. Et donc à la suite de ça, on va organiser un concours de boules carrées et on l'appelait championnat du monde, puisqu'il n'y a jamais personne qui a joué aux boules carrées comme nous, quoi. Et donc depuis, nous en sommes au 38e championnat du monde de boules carrées. Ça va, elle est pas mal. Ah ouais, tellement bien que... Les bons coups, on les fait qu'une fois. On va soit plomber, on va soit faire rouler la boule. Tout cela, ça vient des mêmes techniques que la pétanque, mais on cherche à l'adapter sur ces endroits qui présentent quand même des pentes extrêmement importantes, qui surtout c'est sur du bitume, donc ça rebondit, ça roule ou ça s'arrête, tout est fonction des allées. Ça c'est bon, c'est bon. En France, il y a un peu plus de 50 à 55 villes et villages qui jouent aux boules carrées. Nous avons aussi des pays qui jouent aux boules carrées. À Los Angeles, il y a des groupes. En Belgique, il y a un championnat de boules carrées. Moi, ce qui m'amuse à la boule carrée, c'est en fait qu'on peut jouer avec un peu tout le monde, les copains, les grands-parents et tout ça. Et que quand on fait des parties, c'est jamais les mêmes. Au championnat du monde, nous avons environ 150 équipes de triplettes. On devient champion du monde presque par hasard. La boule obéit à certaines trajectoires, on sait comment on va la lancer, on ne sait surtout pas où elle va arriver, comment elle va rebondir. Bien sûr, tout le monde peut jouer au championnat du monde de boules carrées. Il suffit de venir s'inscrire au cercle et de jouer. J'ai vu très souvent au fil des années des gens qui sympathisaient, qui finissaient la journée autour d'un pot. Et en fait, le véritable gain que vous avez dans ces boules carrées, c'est les amis. Et le monde entier veut jouer à la boule carrée, David. Le monde entier, Thierry. On joue dans 55 villages aujourd'hui en France. On joue en Belgique, on joue en Allemagne. Il y a même 3 équipes à Los Angeles. Et quand le championnat du monde, chaque année dans le championnat du monde, il y a des gens qui viennent du monde entier. Voilà, donc c'est vraiment un événement incontournable. C'est vraiment un sport à essayer. C'est absolument génial. Avec un petit cochonnet carré, tout mignon, magnifique. Voilà. On y rejouera tout à l'heure. On va y rejouer tout à l'heure. Juste une chose, il y a le championnat d'Europe qui a lieu le 12 août à Pierrefort en Auvergne. Et il y a le championnat du monde qui a lieu le 19 et le 20 août sur les Hauts-de-Cagnes. Et tout le monde peut venir et tout le monde peut s'inscrire et participer. Merci David. J'aime la brise qui caresse ma figure, des bouffées pures, des parfums de la nature, du foin, des fruits, des fleurs, je hume l'odeur. Je suis le meilleur des petits porteurs. Ah, voilà. Ah, celle-ci, on ne l'avait pas eu encore. Oui. Vous savez que c'est travaillé très en amont. Bah oui. Ouais, le triporteur, c'est Darry Cole qui chante carrément pour vous accueillir. Ah, c'est complètement lui. Ah oui, d'accord. Alors, où est-ce qu'on va exactement? Du côté d'Annecy. Alors, du côté d'Annecy,
Un peu, juste, on longe le lac, voilà, on longe la rive du Ouais, lac quand ouais. on arrive à Annecy et on va jusqu'à Talloires. Et Talloires, c'est un endroit merveilleux parce qu'il y a un tout petit port, il y a un petit ponton merveilleux. C'est sans doute un des plus beaux endroits vraiment de France. Et c'est une vraie carte postale, vraiment, en soi. Et là-bas, on est en Savoie-Mont-Blanc et dans ce territoire merveilleux, entre la cime des Alpes et les lacs, avec les poissons, il y avait une maison ancestrale qui s'appelait l'Auberge de Perbise. Et l'Auberge de Perbise a été connue, pourquoi? Parce qu'il y a eu Marguerite Bise, et qui, en 1951, a été la 3e femme triplement étoilée de l'histoire du guide Michelin. Donc c'est quand même un lieu ancestral, et ce lieu a gardé sa 3e étoile de 1951 à 1983, sans interruption. Et puis, depuis, et bien dernièrement, il y a un nouveau chef qui a pris le relais, parce que la maison avait un petit peu périclité, perdu ses étoiles tout doucement. Et puis, il y a Jean Sulpice. Jean Sulpice, on le connaît, il était dans les cimes, il était à Val Thorens, il était à 2300 mètres d'altitude. C'était le chef doublement étoilé le plus haut de France. Et il a décidé de quitter ses cuisines au sommet pour venir s'installer dans cette maison ancestrale. Il a récupéré cette maison. Et ce qui est assez incroyable, c'est que vous avez les embruns et les légères vagues du lac qui viennent lécher les casseroles et les gamelles du chef. Et là, forcément, on n'a pas résisté. Nous y sommes allés en triporteur. Et ben voilà, nous sommes sur le lac d'Annecy. Aujourd'hui, le triporteur a rendez-vous avec Jean Sulpice qui prend possession cet été d'une maison centenaire. Allez hop, en route! Ouhou! C'est moi où on a changé d'altitude. Ah là, on n'est plus à la même altitude, hein. Mais on est toujours entre lac et montagne. D'accord. Bah, bienvenue. Ça, c'est la magie de Talloires quand même, non? Il y a le lac. C'est la magie d'être vraiment les pieds dans l'eau et la tête dans les montagnes. Découvrir une diversité de produits alpins entre l'ombe-chevalier, la perche, la ferra, les écrevisses, le brochet. Et tout y est ici pour que je puisse m'exprimer d'une manière extraordinaire. Il est pas mal le brochet là. On peut le montrer à la caméra ou il est timide? Il fait 5 kilos facile. Ah oui, facile. Ouais, c'est une belle bête. Pastoche. Cette maison, vous qui accueillez le public, ce nom, il résonne ou pas? Talloires, cette adresse, elle résonne dans le monde entier? Oui, on a des clients du monde entier qui viennent et qui reviennent ici à l'Auberge du Perbise. C'est un endroit qu'ils ont connu. On est dans une cuisine qui résonne depuis quoi? 1903, c'est ça? Une maison qui a été créée en 1903 par la famille Bise, qui a connu 4 générations de la famille Bise, et même dont Marguerite Bise, qui a été une des premières femmes à avoir 3 étoiles au guide Michelin. Ah oui, la première femme 3 étoiles. Est-ce que J'ai pas la pression, là. Ça envoie de bonnes ondes ou pas dans les cuisines? C'est une chance extraordinaire de pouvoir s'exprimer dans un haut lieu de la gastronomie française. Les cuisines ont vu sur... Les cuisines, elles n'ont pas vu, mais si on tend la tête, on peut la voir. On peut la voir. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Eh ben voilà. Bon, on est à peu près calé. Et là, on va cuisiner, c'est ça? On va essayer de cuisiner. Cette recette là qu'on va réaliser, elle est née à Talloires. Oui, alors cette recette, elle est née vraiment dans cet environnement de lac, avec le côté très paisible du lac. Et alors là, juste dessous, on a un lit avec une eau de concombre. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est du concombre qui est passé dans la centrifugeuse. Oui. Et on obtient justement cette eau de concombre et ces fers à fumer, les œufs de caille qui sont pochés dans un sirop. Ah, pourquoi? On va leur apporter un peu de douceur, c'est ça? Un peu de douceur, mais ça va apporter un petit côté sucré. Et là, il y a un moment où on se baigne ou pas dans le tournage, là? C'est prévu ou pas? Chiche, on y va. C'est juste après, c'est ça? Ok. Hein? On met à l'eau, on met à l'eau. C'est douloureux comme reportage, hein? Ah oui, bah oui. On se faisait la réflexion, là. Ah bah voilà, ouais. Si vous passez par là-bas, c'est à Talloires. C'est au bord du lac, c'est un lieu incroyable. Il y a aussi un bistrot juste à côté, dans la même maison. Si vous n'avez pas... Voilà, parce que c'est une table qui vise les étoiles aussi, avec Jean Sulpice. Voilà, on le salue parce qu'il nous regarde tous les matins, il ne manque pas un télématin.
Bonjour à vous et puis salut à l'auberge du Père Bise, c'est quand même une référence. Alors, qu'est-ce que je vous propose maintenant? Eh bien, une belle promenade, comme on s'en est offert cette semaine, grâce à nos amis correspondants de France 2, qui nous font rêver, voyager sur les îles du monde entier. Alors là, pour terminer, on va s'échouer sur une île au large de l'océan Indien. Alors, c'est pas forcément la plus belle, mais elle renferme un trésor exceptionnel. C'est un reportage d'Héloïse Dayan et de Nicolas Bertrand. C'est la porte de l'Inde, le point d'entrée pour Bombay. Et c'est par là que nous allons quitter le continent, prendre le large, naviguer une dizaine de kilomètres sur la mer d'Arabie. Simon est français, il vit ici depuis 2 mois. Pour cette escapade, il a choisi une île hors du commun. Elle s'appelle Elephanta. C'est la première fois que je prends le bateau ici, donc je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque, mais ça a l'air sympa. On a besoin de quitter un petit peu le centre-ville de Bombay, c'est trop bruyant, quoi. Après 45 minutes de traversée, Elephanta se dessine. L'île n'est pas connue pour ses cocotiers ou ses plages de sable fin, mais elle porte, cachée dans ses collines, l'un des joyaux de l'art indien. D'emblée, Simon croise ses premiers habitants, de petits singes qui narguent les touristes. Une photo pour la route, avant de s'émerveiller devant le réel trésor de l'île. Des grottes creusées par l'homme il y a près de 1500 ans. Des divinités hindoues sculptées d'un bloc, directement dans la roche. Le site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est notamment connu pour cette pièce de 7 mètres de haut, 3 visages du dieu Shiva. À droite, c'est le visage du dieu protecteur. Au milieu, celui du créateur. Et à gauche, celui du destructeur. Ce sont 3 formes du dieu Shiva. En tout, il a fallu 120 ans pour sculpter toutes ces grottes. Ah, ok. C'est hyper impressionnant quand on arrive là, on s'attend vraiment pas à voir ça. Un truc si grand dans une si petite île avec si peu de monde, si peu d'habitants. Certaines statues ont souffert du temps. Les colons portugais en ont aussi endommagé une partie lorsqu'ils ont débarqué ici en 1534. Mais l'ensemble conserve sa grâce et son raffinement. C'est très différent de tout ce que j'ai vu en Europe. On a vraiment le sentiment de remonter dans le temps, vers une civilisation très ancienne. Réaliser que ça a été sculpté il y a si longtemps, avec des outils basiques, c'est absolument incroyable. C'est très impressionnant. Ça vaut la peine de venir en bateau jusqu'ici. Le tourisme fait vivre les 1300 habitants de l'île. Comme Chandra Kant, le guide de Simon. Sa famille habite ici depuis des générations, dans l'un des 3 villages d'Elephanta. Les conditions de vie restent assez simples, même si elles se sont améliorées avec les années. Pour mon père, mon grand-père, c'était difficile ici, surtout pendant la période des pluies. Il n'y avait pas de nourriture, pas de culture et pas de touristes. Aujourd'hui, le problème c'est qu'on n'a toujours pas l'électricité. Alors moi je prie Shiva et je lui dis « Amène-nous l'électricité ». Un vœu peut-être bientôt exaucé, le gouvernement l'a en tout cas promis. Pour l'eau courante, il faudra encore attendre. Il n'y a pas non plus d'hôtel sur l'île. Alors le soir venu, les touristes doivent repartir. Elephanta reste une parenthèse, avant de retrouver le tumulte de la ville. Voilà, on s'est régalé toute la semaine, mais on continuera la semaine prochaine et on vous emmènera découvrir des endroits secrets, du tourisme secret, et tout ça toujours grâce aux correspondants de France 2 un peu partout dans le monde. Vous savez que notre mission, tous les étés à Télématin, enfin notre mission, si vous l'acceptez, c'est de vous convaincre qu'il faut lire et prendre du bon temps, même si on est en vacances. Bonjour Olivia. Bonjour Alors là Thierry. aujourd'hui, 3 livres, un polar qui n'en est pas vraiment un, une réédition, mais on vous dira de quoi il s'agit exactement, et puis un livre pour les enfants. On commence par un sacré polar. Oui, un polar vraiment atypique.
atypique. Un polar formidable, mais alors pas du tout le genre des polars d'aujourd'hui avec des femmes enceintes éventrées et des flics avec des impairs fatigués. Non, là, on est vraiment dans un registre différent. C'est un polar qui vient de recevoir le prix du polar SNCF. Alors, de quoi s'agit-il? Grossir le ciel de Frank Buys. On est au fin fond des Cévennes, dans un tout petit village. D'ailleurs, il n'y a que 2 habitants, alors ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui suffit pour faire une histoire tout à fait palpitante. Et les 2 habitants, ce sont Abel et Gus. Ce sont 2 paysans, ce sont 2 taiseux qui ont l'habitude de partager leurs machines, leurs outils, quelques vers, parfois beaucoup trop de vers, mais finalement peu de paroles. Vous savez, ce sont des taiseux. Ils se regardent, mais ils se parlent pas beaucoup. Voilà. Ils se regardent et voilà, tout est dit. Ils s'auscultent. Et donc, ce ne sont pas des héros comme les autres. Ah non, ce sont des anti-héros et c'est presque une anti-histoire. Et puis, un jour, on est en hiver, il y a de la neige partout. Gus se réveille, il allume sa télévision. On ne sait pas s'il regarde Télé Matin, mais il allume et il apprend que l'abbé Pierre vient de mourir. Et puis ça le choque beaucoup, c'est pas un catholique, mais pour lui c'est un grand homme. Et puis il fait vraiment très froid, il faut quand même sortir pour s'occuper des bêtes, s'occuper du jardin. Et là, dehors, il aperçoit des trucs très bizarres chez son voisin. Des mouvements, de la neige, avec du sang peut-être dedans. Il sait pas très bien ce qui se passe. Et puis après, bizarrement, le voisin, qui est quand même son ami, devient très antipathique et puis après trop sympathique. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? C'est ce qu'on va apprendre. Alors c'est un livre qui remue le passé, où il y a des rivalités vieilles comme le Moyen-Âge, des personnages absolument formidables et une langue. En fait, un livre, vous savez, s'il n'y a pas une belle langue, ça n'existe pas. Et là, non seulement, c'est vraiment un livre très dense, mais en même temps, la langue est somptueuse. Avis au réalisateur, ça ferait un film avec une ambiance extraordinaire. Vraiment, révélation, coup de maître, Frank Buys, Grossir le ciel au livre de poche. Prix SNCF, c'est ça? Exactement. Donc, à lire dans le train, éventuellement. Alors ça, Agatha Christie a certainement signé l'un des chefs-d'œuvre de la littérature. Ah oui, Il faut s'accrocher pour savoir qui est le coupable. On va parler d'un anniversaire surtout, les 10 petits nègres. Voilà, parce qu'en fait, si je choisis ce livre aujourd'hui, c'est surtout parce que il y a actuellement l'anniversaire du Masque qui fête ses 90 ans. Alors cela a été une des premières collections de polars, à une époque où le genre n'est pas du tout noble. Et qui va lui donner ses lettres de noblesse? C'est évidemment Agatha Christie, après c'est Sherlock Holmes, et puis bien plus tard, c'est une collection qui reste toujours découvreuse de talent. C'est au Masque, par exemple, que Fred Vargas est édité pour la première fois, que Pierre Lemaître, qui a eu le Goncourt il y a quelques années, est édité pour la première fois. C'est une collection magique. Vous pouvez aller dans une librairie, vous pouvez demander n'importe quel livre du Masque. Ils sont tous formidables. Et notamment cette petite réédition vintage d'Agatha Christie. Regardez comme c'est joli. D'époque. Couverture d'époque. La vraie couverture des 10 petits nègres d'Agatha Christie. Imaginée sous la direction d'Albert Pigasse, qui est le président et fondateur du Masque. Wow. Et pour finir, je vous ai choisi un livre pour les enfants. Il n'y a pas de raison que les enfants ne lisent pas de polar. Alors là, attention. Et il y a une nouvelle collection qui m'a réjoui, qui s'appelle Les Enquêtes de Lottie Lipton. C'est une petite fille qui habite au British Museum chez son oncle. Quand elle était toute petite, ses parents qui étaient archéologues ont disparu dans des fouilles. Et depuis, Lottie Lipton, elle a 2 vocations. Elle voudrait devenir soit archéologue, soit enquêtrice. Et ça tombe bien parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans la galerie du British Museum. Et regardez comme le livre est bien fait. Ça, c'est génial. La malédiction du chat du Caire. Vous avez un crayon et vous prenez des notes. Et comme ça, vous finissez par trouver qui est le coupable. Exactement. D'où vient la malédiction. Une fois de plus, Olivia vous a gâté. Lottie Lipton, Les Enquêtes, Les 10 petits nègres à lire, à relire ou à re-relire aux éditions du Masque. Et enfin, Grossir le ciel de Frank Buys. On va se régaler. Et c'est pas fini parce qu'on va se retrouver la prochaine fois. Mais oui, au revoir Thierry. Merci. Et bonne nuit blanche tout l'été. Merci beaucoup. À bientôt. Écoutez bien et regardez bien ce que Julia
a sélectionné pour vous cette semaine? On démarre avec une campagne qui lutte contre les clichés. Cette campagne, eh bien, ce sont des étudiants d'une école de publicité qui sont à l'origine de ça. Je précise parce qu'elle est quand même très bien vue. Ce sont de jeunes étudiants qui l'ont créée, qui l'ont pensée. Elle s'attaque, cette campagne, aux préjugés sexistes et rappelle qu'une femme ne doit pas être jugée selon sa tenue, hein, c'est-à-dire que elle ne doit pas être jugée en fonction de la hauteur de ses chaussures, de la profondeur de son décolleté, de la longueur de sa jupe, et j'en passe. C'est assez percutant et c'est assez parlant. C'est très simple, hein. Une sorte de double décimètre, et puis en fait, en fonction de la hauteur ou de la longueur, ça dépend. Et ben voilà, Surtout, ça va jamais. C'est vous que des êtes commentaires catalogué. négatifs. Et ça ne va jamais, effectivement, exactement. Vous avez tout compris. On va continuer avec je vous parle d'amour et d'une BD sur Instagram. C'est absolument génial. En fait, cette magnifique BD, elle est coproduite par Arte et Bigger Than Fiction, et elle est diffusée sur Instagram tous les jours, sur un profil créé pour ça. Tous les jours, vous avez un épisode jusqu'au 27 août. C'est l'histoire originale d'Abel et d'Olivia qui s'emparent vraiment de la toile. Alors, elle a déjà été suivie par plus de 20 000 abonnés. Le compte Été Arte, c'est comme ça que ça s'appelle, vous emporte dans l'histoire amoureuse d'un couple heureux. Mais avant de s'engager, ils décident de se séparer le temps d'un été. Ils vont tenter plein d'expériences, ils vont vivre plein de choses. Et l'internaute est vraiment tenu en haleine parce que c'est joli, c'est bien écrit, c'est une vraie BD classique qui s'adapte au format. Et du coup, ça plaît à la format numérique et ça plaît à la nouvelle génération avec un fond de très grande qualité. C'est à suivre jusqu'au 27 août. Vraiment, vraiment une bonne BD à suivre sur Instagram. Projet avec Arte derrière, vraiment, je vous le recommande. Alors, des choristes contre l'homophobie. Oui, c'est très particulier. En fait, c'est une chorale homosexuelle qui se déplace dans la ville de Knoxville. Ils sont invités là-bas pour chanter. Malheureusement, quand ils arrivent à Knoxville. C'est un bon exercice de diction. Alors voilà, ils arrivent à Knoxville et ils sont accueillis par une manifestation, donc ouvertement homophobe, relativement violente, et dans ses propos et dans son attitude, eh bien, ils ont réussi à réagir de manière intelligente et vous allez voir très, très bien vu. Make them hear you. Make them hear you. To love God is to hate sin. To love God is to hate sin. Les gens en face, du coup, se calment. Ils n'ont plus rien à dire. Ils les ont harmonieusement couverts de leur voix mélodieuse. Je trouve que c'est assez... Ceux qui chantent sont plus forts que ceux qui crient. Oui, puis ils ont décidé de réagir avec leurs armes et ça a marché, c'est très bien vu. Et Knoxville, c'est dans le Tennessee. Aux États-Unis, tout à fait. Voilà, Knoxville. c'était la place nette et très nette de Julia Livage. Merci beaucoup. Ah bah là, on va avoir des surprises, là, Frédéric. Je vous parle d'abord de Presse Magazine, en l'occurrence le Parisien Magazine. Est-ce qu'on est devenu bien prude en France? Regardez bien cette paire de fesses. En bas à droite, vous voyez juste en dessous du gros mot nu, NUS. Regardez-la bien, cette paire de fesses, parce que dans les kiosques, vous ne la verrez pas. C'était la couverture prévue du Parisien Magazine. Le derrière de cette jeune femme illustrait un numéro spécial sur la question de la nudité et du naturisme. Mais ce numéro, vous ne le verrez pas parce qu'il a été bloqué par la direction du groupe LVMH, propriétaire du Parisien, qui aurait refusé la présence d'un nu, même de dos, sur la couverture d'un de ses journaux. C'est en tout cas ce que croit savoir le Canard enchaîné. Alors il y a un climat en ce moment pas terrible pour la liberté de la presse. C'est pas seulement le cas dans les kiosques, c'est aussi le cas à la télé. Regardez, le Canard enchaîné toujours nous apprend
que le tsar Vladimir Poutine aura désormais sa chaîne de télé en France. Vous connaissez peut-être le site internet RT. RT, c'est Russia Today. Donc pour l'instant, c'est un site web, mais ça va devenir une chaîne de télé en français sur le câble et le satellite. C'est une chaîne complètement aux ordres du Kremlin, il faut le savoir. C'est eux qui avaient propagé les rumeurs contre Emmanuel Macron pendant la campagne. Quant au traitement de l'invasion de l'Ukraine par les Russes, n'en parlons pas, bien sûr. Alors attention à ce que vous lisez et à ce que vous regardez à la télé. Conseil, le Canard enchaîné, attention à la liberté de la presse. Je passe à un petit peu plus agréable, puisque nous sommes en été et que c'est le moment de prendre un verre en terrasse. Le Figaro nous parle de la mode maintenant bien établie du spritz. Le spritz, cet apéritif du nord de l'Italie, devenu mode mondiale. C'est aussi très rentable parce que vous voyez ce titre, ça coûte pas grand-chose à faire, souligne le Figaro. C'est la vache à lait du groupe d'alcool qui fabrique ça. Et puis, donc c'est vendu assez cher, bien que ça coûte pas grand-chose à faire. Donc même nos habitudes culturelles et nos modes de vie au moment de l'apéritif sont souvent une histoire de gros sous. Mais avant l'apéro, il y a aussi l'heure du thé. Là, c'est le contraire, ce sera une bonne action. Vous vous souvenez peut-être des Fralib, vous savez, les ouvriers qui, pour éviter le chômage, ont repris en coopérative leur fabrique de tisane et de thé. Regardez cet article du Parisien. Les ventes ne sont pas suffisantes, ça ne va pas très bien pour les Fralib. Donc achetez leurs infusions. Ils ont 2 marques. La marque 1336, qu'on va voir tout de suite, et la marque Bio Scopti. Photo dans le journal La Marseillaise. C'est distribué chez Auchan. Alors moi, j'ai bien envie d'essayer, vous voyez sur la photo, l'infusion pomme-olive. Ça doit être intéressant. Parce qu'ils sont en Provence, vous savez, tout près de Marseille. Cette photo donc, est du journal La Marseillaise. Achetez donc les infusions 1336 et Scopti. Je termine avec une page spectacle. Vous lirez dans le Parisien, après avoir bu votre thé, vous lirez que les cirques s'inquiètent. De plus en plus, ils sont obligés de s'installer sans prévenir parce que sinon les villes refusent les autorisations. Donc ils y vont sans demander, ils sont obligés. Les petits cirques comme celui que vous voyez ici ont beaucoup de mal. Celui-ci se trouve à Céris en ce moment en Seine-et-Marne. Et puis si vous êtes plutôt dans le sud de la France, vous pouvez aussi aller au festival de Menton. Là, c'est de la musique classique. Festival sur le parvis de la basilique Saint-Michel de Menton, nous dit la Croix, avec des places à partir de 15 €. Et ça, c'est jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Bon, la revue de presse, c'est sans modération. Les apéritifs, toujours avec modération, je le précise. Mais pas le thé. Et le thé, tant que vous voulez. Voilà, et comme ça, vous aidez nos amis de Fralib. Exactement. Merci Frédéric. Restez là parce que Julia va vous proposer deux inventions et des outils connectés qui vont révolutionner vos vacances. Vous allez voir. Julia. Oui, c'est ça. C'est quoi l'incontournable de vos vacances pour bien manger, Thierry? Le truc le plus important. Regardez votre fiche. Le barbecue. Voilà, merci. Alors, un incontournable pour réussir votre barbecue, c'est un outil connecté à votre téléphone portable qui s'appelle iGrill. L'appli va surveiller la cuisson de votre viande à votre place. Je vous ai dit, on n'a plus besoin de cerveau avec toutes ces applis. Donc, thermostat, sonde qu'on met dans la viande et qui va nous alerter en fonction de qui aime quoi, comment, bleu, un peu plus cuit. C'est le téléphone qui va vous prévenir et qui va gérer la cuisson pour vous. Donc ça, c'était pour un barbecue réussi. Puis alors après le barbecue, la dernière touche pour une soirée parfaite, c'est le cocktail, la touillette à cocktail connectée. C'est une réalité, figurez-vous, qui va vous aider à réussir vos cocktails en vous indiquant les doses à respecter. Regardez comme c'est bien fait. Oui. Avec notre ami modération toujours, bien sûr. Bien sûr, oui. Mais ça, c'est pour des spécialistes, parce que alors, moi, je préfère... justement, non, regardez, on vous aide à trouver la bonne dose. Donc non, même si vous êtes un peu novice dans la préparation de cocktail, je pense que vous pouvez vous en sortir. Oui, je vais me débrouiller tout seul. Je vais faire ça à l'improvisation. Voilà. Merci beaucoup, Julia, en tout cas. Merci. Tout ça, c'est sur le site de Télématin.